Nous voici rendus au chapitre 5 qui porte sur les symétries. Nous ne ferons pas tout le chapitre, il comporte 4 sections et nous allons sauter les sections B et C, se concentrer sur la première section et sur la dernière. La première porte sur les symétries discrètes qu'on appelle C, P et T, c'est-à-dire la conjugaison de charge, la parité et l'inversion du temps. On les verra en vidéo successives. Avant de commencer dans le vif du sujet, il faut rappeler ce fameux théorème de Wigner qui stipule que lorsqu'on fait une transformation de symétrie, une transformation sur un système physique, et cette transformation va être représentée par un opérateur qui va agir sur un état quantique. Et si cette transformation est une symétrie, donc si les mesures sont les mêmes avant et après transformation, eh bien, ça mène à la condition suivante. C'est-à-dire que si j'ai deux états, psi 1 et psi 2, que j'agis sur ces deux états à l'aide de cette transformation, eh bien, le produit scalaire au carré de ces deux états devrait être le même qu'avant la transformation. Donc, j'ai donc cette condition. Cette condition, bien sûr, est due à Wigner, qui est disons, le principal théoricien de la symétrie dans les débuts de la mécanique quantique. Et il en a tiré deux conclusions. Soit l'opérateur S est un opérateur unitaire, c'est-à-dire soit que ce produit bilinéaire transformé est égal à ce qu'il était avant, soit, et c'est moins courant, que le produit bilinéaire est égal au conjugué complexe de ce qu'on avait avant. Autrement dit, il donne les deux mêmes vecteurs, mais dans un ordre différent, ce qui revient à dire leur conjugué complexe. Et dans le deuxième cas, la transformation S n'est pas une transformation unitaire. On dit que c'est une transformation anti-unitaire. En fait, ce n'est même pas une transformation linéaire, mais ce qu'on appelle une transformation antilinéaire. On verra que cette propriété s'applique lors de l'inversion du temps, qui est la dernière des trois symétries discrètes que nous allons couvrir. Je donne un exemple ici d'un opérateur antilinéaire et aussi anti-unitaire, un opérateur K majuscule qui fait la conjugaison complexe d'un vecteur. Donc, si on pense à un vecteur qui est développé sur une certaine base, eh bien, il comporte des coefficients qui multiplient les différents vecteurs de base. Et donc, si j'applique l'opérateur de conjugaison complexe sur ce vecteur, c'est que je prends le conjugué complexe de chacune des composantes. C'est donc un opérateur dont la définition précise dépend de la base utilisée. Vous allez me dire, oui, mais c'est vrai pour tous les opérateurs. Oui, mais ça, c'est un peu plus sévère parce que lorsqu'on fait un changement de base, eh bien, cet opérateur ne se transforme pas comme n'importe quel autre opérateur qui se transformerait lorsqu'on qui aurait une représentation matricielle, disons. D'accord? Et cette représentation matricielle se transformerait lorsque l'on fait un changement de base. La définition même de l'opérateur K dépend de la base utilisée. Autre signe, si j'applique cet opérateur K sur I fois un vecteur, eh bien, le fait de l'appliquer sur I va produire un moins I, hein, parce que c'est la conjugaison complexe, donc on pourrait de la même manière l'écrire comme ceci. Autrement dit, cet opérateur K anticommute avec le nombre I, ce qui n'est pas le cas d'une matrice, par exemple. Une matrice va commuter avec n'importe quel nombre. Donc, on verra comment ça se matérialise dans le cas de l'inversion du temps, mais on va commencer par discuter de la parité. La parité est une opération qu'on peut définir de deux manières, soit par une réflexion, c'est-à-dire on prend la coordonnée d'espace-temps et on change l'une des coordonnées spatiales, donc comme si on faisait une réflexion miroir. Ici, je l'ai défini en changeant le signe de x, ce qui correspond à une réflexion miroir par rapport au plan YZ. On peut aussi la définir comme une inversion de l'espace où les trois coordonnées changent de signe. La relation entre les deux, bien sûr, c'est qu'en trois dimensions, du moins, une réflexion fois une rotation équivaut à une inversion. Autrement dit, l'inversion ici peut s'obtenir de la réflexion qui est là si on la fait suivre d'une rotation de pi ou 180 degrés par rapport à l'axe des x. Je change le signe de x
et ensuite je fais une rotation de 180 degrés par rapport à l'axe des X, ce qui change aussi les signes de Y et de Z. Donc, lorsqu'on parle de parité, on va généralement ici référer à cette inversion de l'espace. Il faut faire attention parce que si on était en dimension 2, ce ne serait pas le cas. En dimension 2, l'inversion de X et de Y est en fait une rotation de 180 degrés par rapport à l'axe Z, qui n'existe pas bien sûr, mais en fait c'est une rotation de 180 degrés. Et donc ce n'est pas équivalent à une réflexion. Une autre façon de voir la distinction, c'est que lorsqu'on fait une rotation dans l'espace, il s'agit en fait d'une matrice orthogonale qu'on applique aux coordonnées. Donc une matrice orthogonale respecte cette condition. L'inverse de la matrice est donné par sa transposée. Lorsque je prends le déterminant de cette relation, j'obtiens que le déterminant au carré est égal à 1. Pourquoi au carré? Parce que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants, et que le déterminant d'une matrice transposée, c'est la même chose que le déterminant de la matrice non transposée. Donc, la valeur absolue du déterminant est égale à 1, ce qui me laisse deux possibilités. Soit il est égal à 1, soit il est égal à moins 1. Si le déterminant est égal à 1, on a ce qu'on appelle une vraie rotation, une rotation propre, c'est-à-dire une rotation qui pourrait s'obtenir de manière continue à partir de l'identité, c'est-à-dire de la matrice identité. Donc, lorsqu'on prend un objet solide et qu'on le fait tourner, c'est comme si on avait un mouvement de rotation, on a une séquence de rotation qui s'obtient de manière continue à partir de l'identité. Donc, toutes ces rotations successives ont nécessairement un déterminant de R égal à 1, puisque l'identité a un déterminant égal à 1, et qu'il n'y a pas de saut, c'est un mouvement continu. Alors qu'un déterminant égal à moins 1 correspond à une réflexion, bien sûr, ce qui est impossible à faire physiquement sur un objet solide. Mais cette réflexion, en général, peut s'appliquer à n'importe quelle rotation. Donc, si je prends une rotation propre et que je lui ajoute l'inversion de l'espace, j'obtiens une pseudo-rotation. Parallèlement à ce concept de pseudo-rotation, on introduit les concepts de scalaire, pseudo-scalaire et de vecteurs polaires et axiaux. Un scalaire est une quantité qui est invariante par rotation, mais qui sera aussi invariante, lors d'une pseudo-rotation. Un pseudo-scalaire est une quantité qui est invariante lors d'une rotation, mais qui change de signe lors d'une pseudo-rotation. Un vecteur polaire, c'est un vecteur comme la position, par exemple, qui change de signe lorsque je fais une inversion. Et donc, qui va comporter ce déterminant égal à moins 1 si on fait une pseudo-rotation. Mais si on fait une inversion, le vecteur polaire change de signe. Alors qu'un vecteur axial ou pseudo-vecteur, ce qui est la même chose, un vecteur axial ne change pas de signe. Exemple de vecteurs polaires, des vecteurs qui sont liés à la position et à ses dérivés par rapport au temps, parce que le temps n'est pas affecté par l'inversion. Donc, position, vitesse, accélération, quantité de mouvement, force, champ électrique, puisque le champ électrique est relié à la force, tous ces vecteurs sont polaires. Exemple de vecteur axial, ce serait des vecteurs qui sont le produit de deux vecteurs polaires, produit vectoriel en l'occurrence. Donc, B, qui est le produit vectoriel d'une position par un élément de circuit, donc si on se fie à la loi de Biot-Savart, ou si on veut le voir autrement, dans la force de Lorentz. La force, qui est un vecteur polaire, est le produit vectoriel d'une vitesse par B. Il faut donc que si la vitesse change de signe et que la force change de signe, il faut que B ne change pas de signe, sinon la force de Lorentz ne serait pas valable suite à une inversion de l'espace, ce qui n'est pas le cas. Donc B est un vecteur axial. Le moment cinétique est un vecteur axial puisque c'est le produit vectoriel d'une position par une quantité de mouvement. Donc c'est un vecteur axial et le spin aussi. On peut former un scalaire avec le produit scalaire de deux vecteurs polaires ou de deux vecteurs axiaux, n'est-ce pas? Donc P scalaire E, par exemple, serait un scalaire, B scalaire J serait aussi un scalaire. Et on peut former un pseudo-scalaire
en prenant le produit scalaire d'un vecteur axial et d'un vecteur polaire, comme E scalaire B par exemple, qui est un invariant de Lorentz, sauf lorsqu'on fait une inversion d'espace où il change de signe, ou encore le produit de la quantité de mouvement par le spin qui intervient parfois dans l'interaction spin-orbite dans la physique atomique. Après cette brève révision, donc voyons comment la parité joue un rôle en mécanique quantique. Si un système ou un hamiltonien donc, est invariant lors d'une inversion d'espace, c'est qu'il se comporte de la manière suivante lors d'une transformation de parité. Alors, je me définis un opérateur pi majuscule qui applique cette transformation dans l'espace de Hilbert, de la même manière qu'en général, donc, au même titre que S, qui est un opérateur dans l'espace de Hilbert et qui effectue cette transformation dans l'espace de Hilbert. Donc, pi effectue la transformation non pas sur les coordonnées, mais il l'effectue sur un état ou à la rigueur pourrait l'effectuer sur un opérateur de la manière suivante. Alors, rappelons que pi, bien sûr, est une transformation qui, lorsqu'on la met au carré, redonne l'identité, puisque lorsqu'on inverse deux fois, on revient au point de départ. Donc, cet opérateur pi a un carré égal à 1. C'est aussi un opérateur unitaire, il se trouve, donc l'inverse de pi est égal à pi, et donc pi est aussi égal à pi conjugué. Donc la transformation d'un opérateur quelconque sous la parité prendrait la forme suivante, où je n'ai pas besoin de mettre un pi dag, parce que pi dag égale pi. Et donc un hamiltonien transformé est donné par cette expression, et si la théorie est vraiment invariante par inversion, alors h' est égal à h. Bon, alors la conséquence de ça, c'est que si h' est égal à h, c'est que pi commute avec h, et donc les états propres de h sont aussi les états propres de pi. Et comme pi carré est égal à 1, j'ai deux possibilités seulement. Alors, soit un état est pair, donc avec une valeur propre plus 1 de pi, ou il est impair avec une valeur propre moins 1 de pi. On le voit tout de suite quand on considère en une dimension un potentiel, un puits de potentiel symétrique, quand j'inverse la coordonnée x. Alors, si le puits de potentiel est symétrique, le hamiltonien est invariant lorsque je change, lorsque j'inverse la coordonnée. Et donc, les états propres du hamiltonien donc, sont soit pairs ou impairs. Généralement, l'état fondamental est pair. Le premier état excité serait impair, et ainsi de suite. Bon, alors maintenant, comment cette notion de parité s'applique-t-elle au champ de Dirac? On a construit le champ de Dirac, premièrement, en combinant des spineurs de Weyl. Donc, on va se placer premièrement dans la représentation chirale des matrices de Dirac et revenir à cette représentation d'un champ de Dirac en fonction de spineurs de Weyl, qui sont des spineurs gauche et droit, chacun avec deux composants. Donc, si on les appelle gauche et droit, souvenons-nous-en, c'est parce que, bien sûr, ils ont des solutions qui correspondent à des polarisations circulaires dans un sens ou dans l'autre. Et lorsqu'on fait une transformation de parité, une inversion de l'espace, tout ce qui tournait à droite va maintenant tourner à gauche. Et donc, on se retrouve à inverser ces deux spineurs. Donc, dans la représentation chirale, il est normal que la transformation de parité sur un champ de Dirac prenne la forme suivante. Donc, c'est une définition sensible ici. Donc, on a psi', donc le nouveau champ de Dirac, serait égal à l'ancien champ évalué à la position opposée et multiplié par la matrice gamma 0 qui, dans la représentation chirale, prend cette forme et qui donc, à cause de cette forme, échange droite et gauche. On laisse la possibilité de multiplier par un nombre ici qui est soit plus 1 ou moins 1, qu'on appelle la parité intrinsèque du champ, et qui n'a pas de conséquence sur le fait que l'équation de Dirac est la même après inversion, mais qui peut changer d'une particule à l'autre. Bon. Maintenant, ces fameuses composantes droite et gauche, on peut les extraire du spineur de Dirac sans vraiment avoir à retourner à une représentation en termes de spineur de Weyl. C'est ce qu'on va expliquer dans les prochaines minutes.
On définit une cinquième matrice gamma, qu'on appelle gamma 5, qui est définie par ça, I fois gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Dans la représentation chirale, cette matrice s'exprime de la manière suivante. Elle est diagonale avec des signes opposés le long de la diagonale. Dans la représentation de Dirac, elle a une forme différente. Mais ce qu'on va expliquer ne dépend pas des détails de la représentation. Il suffit de voir que, et on peut le vérifier par calcul direct, que cette matrice gamma 5 anticommute avec toutes les matrices de Dirac. Son carré est égal à 1, et lorsqu'on la met entre gamma 0 des deux côtés, on obtient son conjugué hermitien. Donc, cette formule est déjà vraie pour toutes les matrices de Dirac, de l'indice 0 jusqu'à l'indice 4, et donc elle continue d'être vraie jusqu'à l'indice 5. Et il est vrai aussi que les matrices de Dirac différentes anticommutent entre elles. Donc, ceci aussi est vrai pour gamma 5. Donc, pourquoi gamma 5? Quelle est son utilité? Elle vient de cette forme dans la représentation chirale, par exemple. Si j'ajoute à gamma 5 la matrice identité et que je divise par 2, j'obtiens un projecteur. J'obtiens une matrice qui va simplement ici contenir un 1, ou une matrice unité 2 par 2 dans la partie inférieure droite, 0 dans la partie supérieure gauche. Et donc, c'est un projecteur qui va, en agissant sur psi, me sortir le qui R, tout simplement. Donc, ce serait 0 qui R, et c'est ça que je vais appeler psi R. Donc, psi R serait simplement donné par, ici, 0 avec qui R, comme ça. Alors que psi L serait donné par la partie droite, le spinner de Weyl droit, et 0 dans la partie inférieure. Donc, c'est ce que j'appelle psi R, psi R. Je les obtiens en agissant avec ces opérateurs de projection. Et pour psi L, c'est simplement le contraire. C'est le signe contraire, 1 moins gamma 5 divisé par 2. On le voit d'ailleurs d'après la forme de gamma 5. Bon. Donc, c'est ce qui est détaillé ici, vous le voyez. Donc, et je pourrais aussi définir les spinners conjugués droit et gauche, donc de cette manière. Alors ça, c'est peut-être moins évident, il faut le vérifier. Encore une fois, donc par exemple, psi R bar comme ceci serait par définition donné par psi bar, 1/2 fois 1 moins gamma 5, ce qui donne, lorsque je fais le calcul en détail, psi dag fois gamma 0, ça c'est gamma 0, je me mets dans la représentation ici chirale. Donc, encore une fois, ce sont des matrices 2 par 2 que j'écris, même s'ils ont la forme de... pardon, ce sont des matrices 4 par 4 faites de blocs 2 par 2. Donc, je devrais ici avoir la matrice identité 2 par 2, que j'ai appelée simplement 1 ici, contrairement à la notation un peu plus rigoureuse que j'avais ici. Donc, j'ai ici gamma 0, et de l'autre côté, j'ai le 1/2 de 1 moins gamma 5. Alors, en faisant le détail, j'obtiens essentiellement ceci. Donc, le spinner droit conjugué contient effectivement le spinner de Weyl droit conjugué. Alors que pour psi bar L, avec le plus au lieu du moins, eh bien, j'obtiens simplement ceci. Okay. Le Lagrangien de Dirac, lui, peut s'exprimer facilement comme la somme d'une partie droite et d'une partie gauche. Je pourrais l'écrire comme ceci. Okay. C'est tout simplement une conséquence de ces formes projetées ici, bien sûr, parce que et c'est d'ailleurs une conséquence de la construction même du Lagrangien de Dirac, telle qu'on l'a faite dans le chapitre 3, en faisant des sommes de termes qui dépendent uniquement des spinners droit et gauche. Donc, c'est simplement une façon d'écrire des spinners de Weyl dans un formalisme de matrice 4 par 4 et non pas de matrice 2 par 2. Donc, j'aurai la partie gauche qui s'additionne à la partie droite et j'aurai le terme de masse ici qui, lorsqu'on l'avait écrit en fonction des spinners de Weyl, était simplement qui L conjugué qui R plus qui R conjugué qui L. C'est aussi simple que ça. Cette matrice gamma 5 nous permet d'écrire des quantités un peu différentes. On a vu que, par exemple, psi bar psi est toujours un scalaire.
on pourrait construire avec deux spineurs de Dirac une quantité comme celle-ci, psi bar gamma 5 psi. Et ici, j'ai pris deux spineurs différents, ce n'est pas grave. Et cette quantité serait un pseudo-scalaire. C'est assez simple à démontrer que lorsqu'on effectue une inversion de l'espace, on aurait ici un pseudo-scalaire, c'est-à-dire lorsqu'on applique cette transformation, eh bien, cette quantité change de signe. Alors que cette quantité, qui comporte un gamma mu de plus, serait ce qu'on appelle un pseudo-vecteur, c'est-à-dire la partie spatiale de cette quantité serait un vecteur axial. On va prendre plus de temps pour examiner cette quantité pour voir ce que ça donne. Donc, par exemple, psi 1 lors de la transformation de parité et se transforme comme ceci, d'accord? Donc, c'est exactement la définition qu'on a ici, état gamma 0 fois psi. Je n'ai pas indiqué dans cette équation les coordonnées, d'accord? Donc, elles sont supposées changer comme elles devraient, mais je ne veux pas alourdir le calcul avec cela. Donc, si psi 1 se transforme comme ceci, son conjugué hermétique, ou hermitien, je devrais dire, se transforme comme ceci, parce que gamma 0, DAG est égal à gamma 0. Donc, gamma 0 est hermitien. Même chose pour psi 2 ici. Et donc, cet objet, donc cette psi 1 bar, gamma mu, gamma 5, psi 2, se transformerait comme suit. Premièrement, j'aurais le produit des deux parités intrinsèques. J'aurais psi 1 DAG, qui est fois gamma 0, c'est ce qui est égal à psi 1 bar. Donc, en fait, j'ai simplement appliqué cette transformation ici. Donc, j'ai mis psi 1 DAG va vers psi 1 DAG fois gamma 0 est à 1. Donc, ça, c'est le gamma 0 de la transformation qui est ici, alors que celui-ci vient de la définition de psi bar. Donc, j'ai deux facteurs de gamma 0. J'ai gamma mu, gamma 5, bien sûr, et j'ai le gamma 0 fois psi 2 qui vient de cette transformation. Donc, je continue ce petit travail. Donc, le psi 1 DAG fois gamma 0 est égal à psi 1 bar. Il me reste un gamma 0, gamma mu, gamma 5, gamma 0. Je sais que gamma 0 anticommute avec gamma 5. Donc, quand je prends celui-ci, que je le ramène ici, j'obtiens un signe moins. Et donc, j'ai cette quantité ici. Alors, je vais continuer. Sauf que la suite des choses va dépendre de la valeur de mu. Si mu est égal à 0, à ce moment-là, j'aurai gamma 0 cube, et gamma 0 au carré est égal à 1. J'aurai simplement un facteur de gamma 0 qui resterait en place, parce que bien sûr, mu est égal à 0. Alors que si mu est égal à 1, 2 ou 3, donc si c'est une matrice spatiale, je sais que gamma 0 anticommute avec gamma 1, 2 ou 3, donc je passe par-dessus ici, et j'obtiens encore un autre signe moins, donc c'est pour ça que j'ai un signe plus ici, et j'aurai gamma 0 au carré qui donne 1, donc j'obtiendrai la même chose qu'avant. Donc j'ai, pour les composantes spatiales de cet objet, quelque chose qui ne change pas de signe, sauf si, bien sûr, le produit des parités intrinsèques est égal à moins 1. Mais je peux supposer, donc, si j'avais un seul champ de Dirac, donc si psi 1 est égal à psi 2, bien sûr, j'aurais état 1 au carré, et ce qui donnerait plus 1. Donc, je peux me spécialiser à ce cas-là. Et donc, si psi 1 et psi 2 ont la même parité intrinsèque, à ce moment-là, la partie spatiale de ce vecteur est un vecteur axial, donc il ne change pas de signe lorsque je fais une inversion de l'espace. Bon, donc on a vu comment le champ de Dirac se transforme lorsqu'on fait une transformation de parité. Voyons donc maintenant comment le champ électromagnétique, lui, se transforme. En fait, il se transforme de la manière suivante. La composante temporelle, donc le potentiel électrique, ne change pas. C'est-à-dire que, bien sûr, je dois changer R en moins R, mais sinon, à part cela, il n'y a pas de changement. Alors que pour le potentiel vecteur, je vais supposer que le potentiel vecteur est un vecteur polaire. Pourquoi est-il un vecteur polaire? C'est ce qui garantit que l'action du champ électromagnétique est invariante lorsque je fais une inversion, donc je pourrais le dire comme ça. Plus familièrement, je sais que le champ électrique est un vecteur polaire, donc vu que le champ électrique reçoit une contribution du potentiel vecteur, comme la dérivée par rapport au temps du potentiel vecteur, alors il faut que le potentiel vecteur se transforme lors d'une inversion comme le champ électrique. Voilà. Quant au champ magnétique, bien sûr, c'est le rotationnel de A. Alors lorsque je fais une inversion, le gradient va changer de signe, parce que c'est une dérivée par rapport à R, et R change de signe.
et A va changer de signe, donc les deux ensemble ne changent pas de signe. Donc B est un vecteur axial, alors que E est un vecteur polaire, comme on l'a dit. Ce qui est aussi important, donc c'est aussi important que A0 ne change pas de signe lorsque je fais cette inversion. Je vais maintenant introduire une notation particulière, celle d'un quadrivecteur tilde. Donc, supposons que B mu est un quadrivecteur quelconque. Donc, ce n'est pas le champ magnétique, ce n'est pas le potentiel vecteur, c'est juste un quadrivecteur quelconque. J'ai employé la lettre B. Je vais définir un autre quadrivecteur, B tilde, tel que B tilde 0 est inchangé, mais que les composantes spatiales changent de signe. Et donc, on peut utiliser cette notation pour le quadripotentiel vecteur, le quadripotentiel électromagnétique, pardon, pour le quadrigradient, etc. D'accord? Donc, un tilde, c'est ce que ça veut dire. On change le signe de la partie spatiale sans changer le signe de la partie temporelle. C'est un peu comme passer des composantes covariantes à contravariantes, sauf que ça n'affecte pas justement ces composantes. C'est une transformation en fait différente. Donc, on pourrait résumer ces deux transformations par une seule équation. A' mu est égal à A tilde mu, évalué à moins R. Bon, notons que lorsqu'on parle d'un photon et qu'on se demande quelle est la parité d'un photon, la question n'a pas vraiment de sens, puisqu'un photon qui est associé à une onde plane a un certain vecteur d'onde, et que le vecteur d'onde, lui, change de signe lorsqu'on inverse l'espace, n'est-ce pas? Donc, K va vers moins K, comme P va vers moins P, donc la quantité de mouvement change de signe. Donc, le photon n'est pas un état propre de cette transformation de parité. Si c'est un photon, pardon, qui possède un vecteur d'onde bien défini. Par contre, on pourrait définir des photons sphériques, c'est-à-dire des ondes sphériques qui sont décrites par des harmoniques sphériques et donc qui se propagent dans toutes les directions. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une parité bien définie. Le photon sphérique aurait une parité qui est donnée par moins 1 à L, où L est le moment orbital associé ou le nombre orbital associé. Donc, si c'est une onde S, on aurait une parité positive. Si c'était une onde P, L égale à 1, on aurait une parité négative. Et par exemple, l'onde électromagnétique qui est émise par un rayonnement dipolaire électrique correspond à L égale à 1, donc correspondrait à un photon qui aurait une parité négative. La prochaine étape est de montrer comment l'équation de Dirac est invariante par cette transformation de parité. Donc, on commence par écrire l'équation de Dirac en présence d'un champ électromagnétique. Donc, ça va vérifier à la fois la partie électromagnétique et la partie Dirac. Maintenant, on procède à la transformation. C'est-à-dire que je vais simplement vérifier que l'équation de Dirac appliquée au champ transformé est encore correcte. C'est la stratégie ici. Donc, au lieu d'écrire l'équation de Dirac pour psi, je l'écris pour psi prime, A prime et psi prime. D'accord? Donc, je vais ici écrire psi prime, j'ai A prime, psi prime, etc. Donc, je n'ai rien changé sauf pour psi et A qui sont changés en psi prime et A prime. Maintenant, je vais écrire cette expression au long. Autrement dit, je vais appliquer sur chacun de ces termes la transformation, donc celle-ci, pour le champ de Dirac, et celle-ci pour le champ électromagnétique. Donc, ce faisant, j'aurai I gamma mu, alors donc j'aurai état gamma 0 fois del mu de psi évalué à moins R. J'aurai moins E, j'aurai état gamma mu fois gamma 0 psi évalué à moins R, et j'aurai A tilde mu évalué à moins R. Pour le dernier terme, j'aurai moins la masse fois état gamma 0 psi évalué à moins R. D'accord. Je vais simplifier ça. Premièrement, je vais changer R en moins R, ici. Donc, je change R en moins R. Ce que ça fait ici, en faisant ça, je dois aussi changer le signe des dérivées spatiales. C'est comme un changement de variable. Alors, pour changer le signe des dérivées spatiales, je change le quadrigradient en delta tilde.
Ici, je n'ai rien de spécial à faire. Et ici non plus. Enfin, dans la troisième équation aussi, je vais multiplier par gamma 0, donc par la gauche. Donc, j'aurai un gamma 0, gamma mu, gamma 0. Ici, j'aurai aussi gamma 0, gamma mu, gamma 0. Et ici, j'aurai un gamma 0 au carré, hein, qui donne 1. Bon, alors, il est important de réaliser que gamma 0, gamma mu, gamma 0 donne gamma tilde. Gamma tilde, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, gamma tilde de 0, c'est gamma 0, et gamma tilde de 1, 2, 3, c'est moins gamma 1, 2, 3. On change de signe pour les composantes spatiales. Pourquoi c'est vrai? Bon, c'est manifestement vrai pour mu égale 0, n'est-ce pas? Parce que gamma 0 au carré donne 1. Pour les autres composantes, j'utilise le fait que gamma 0 anticommute avec gamma 1, 2, 3. Donc, je passe gamma 0 de l'autre côté, ce qui me donne un signe moins, et j'obtiens gamma 0 au carré qui donne 1. Donc, tout ce qu'il me reste, c'est le signe moins fois gamma 1, 2, 3. Donc, je peux réécrire cette équation de cette manière. Et j'aurai gamma tilde ici avec delta tilde, gamma tilde A tilde. La dernière étape consiste à se dire, si j'ai deux quadrivecteurs comme ceci, eh bien, le produit, la contraction de cette manière est égal à la contraction des versions tilde, tout simplement parce que si j'ai deux versions tilde, eh bien, le signe moins de la partie spatiale, les signes moins se combinent pour donner 1. Et donc, je peux simplement remplacer ces expressions ici par les versions sans tilde. Et j'obtiens la même équation que j'avais au départ. D'accord? Donc, c'est une preuve que lorsque j'applique, c'est une preuve plutôt que les champs transformés, donc psi tilde et a tilde, respectent la même équation de Dirac que les champs non transformés, ce qui correspond à l'invariance de l'équation de Dirac, lors d'une inversion de l'espace. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici et dans une prochaine vidéo, on parlera de la conjugaison de charge.